Donc bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend devant, derrière, ça va bien? Ça va bien, super. Ok, mais écoutez, c'est avec grand plaisir que je suis là en ce moment. Puis je me compte au fait comme la personne la plus choyée de tous les présentateurs parce que j'ai la chance de m'adresser à la relève et aux gens qui vont contribuer à faire la Côte d'Ivoire de demain. Donc vraiment, merci premièrement d'être venus. C'est 100 personnes qui se déplacent de leur classe pour venir participer à une conférence. Donc vraiment, merci de votre temps, de votre disponibilité. Puis on espère que vous aurez de la valeur à travers le temps qu'on va passer ensemble. Donc j'ai essayé d'être bref. Et donc William disait, je travaille pour Deloitte Canada. J'ai aussi d'autres chapeaux que je porte. Un des chapeaux, c'est d'accompagner William aussi au niveau de la recherche avec son organisation IMOCI. Et je dirais que le métier, si on veut, la casquette que je porte la plus difficile, c'est un emploi que j'ai commencé il y a environ 2 ans de cela. Donc, c'était quand même assez intéressant. Je me suis préparé pour l'emploi. J'ai fait mes recherches. Et je me souviens de la première rencontre avec ma boss. C'était à 5h05 du matin. Okay? Encore une fois, c'est l'emploi le plus difficile que je fais. 5h du matin, première rencontre avec ma boss. Et c'était beaucoup d'émotions parce que notre première rencontre, elle a commencé à me crier là-dessus. OK? Et je vais vous présenter au fait de ma boss si on passe à la prochaine slide. Voici ma boss. Donc, son nom, c'est Audrey Eden. Elle a environ 2 ans. Ses compétences sont beaucoup, donc elle mange, elle crie, elle joue et elle danse. Et c'est un emploi qui est assez intéressant. Donc, j'ai commencé ma carrière en tant que papa il y a 1 an et demi, 2 ans. Et une des choses que je réalise au fait, c'est que lorsque on regarde un enfant grandir et lorsque on parente au fait à un enfant, ce que cet enfant-là devient n'est pas juste lié à mon influence. Donc, il y a tout un écosystème d'acteurs qui intervient afin de pouvoir exercer une influence à un certain moment donné qui va façonner la personne que cet enfant-là va devenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Super. Et alors que je réfléchissais au contexte immobilier, je me posais un peu la question. Moi, quand je regarde un enfant qui court, je vois beaucoup de choses. Et la question que je vous posais, si on passe à la prochaine slide, c'est lorsque vous regardez un actif immobilier, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous regardez un actif immobilier? Selon moi, je vois non seulement un bâtiment, mais je vois aussi tout l'écosystème de personnes qui est intervenu afin de pouvoir créer un actif à haute qualité. Donc, de la même façon que pour un petit enfant, ça prend un écosystème de personnes pour s'impliquer et créer de la valeur, donc les transformer en adultes qui contribuent. De la même façon, pour créer un actif immobilier qui est de haute qualité, qui ait de la valeur, il y a tout un écosystème de personnes qui s'impliquent aussi. Puis, vous pouvez en dire long en regardant un actif immobilier sur la qualité des personnes qui ont été impliquées dans le processus de création. Et donc, pensez à ça, si on passe à la prochaine slide encore. J'aimerais parler aujourd'hui, premièrement, de pourquoi ça vaut la peine d'avoir cette conversation. Donc, pourquoi passer 10 à 15 minutes ensemble et discuter des métiers de l'immobilier? Selon moi, il y a une raison claire. En général, lorsqu'on veut créer de la valeur, on a un mélange de 3 composantes. Donc, des processus, des personnes et la technologie. Donc, les processus, ça va être les standards par lesquels on va régir le travail. Donc, les personnes vont venir s'inscrire dans ces processus-là au long de la chaîne de valeur afin de pouvoir intervenir au bon moment et contribuer à la création de la valeur. Mais on voit aussi le fait que souvent les processus et les personnes sont supportés par la technologie qui va venir au fait accélérer cette création de valeur-là. Donc, on aurait pu parler aujourd'hui de processus, de tech, mais on veut se concentrer sur les personnes. Et ça compte mieux parce qu'on en a plein dans la salle. Et pourquoi c'est important, pas juste pour les étudiants, mais pour les acteurs de l'immobilier qui sont là, de parler des personnes, c'est que premièrement, ça nous permet de définir notre écosystème immobilier avec un même langage. Donc, on parle tous français, mais on veut aussi parler immobilier ensemble. Deuxièmement, ça nous permet de planifier les compétences de manière holistique. Je pense qu'un accent de cette conférence-là, c'était de prendre un step back et puis regarder le concept immobilier, le contexte immobilier de manière holistique. Donc, deuxièmement, ça permet de faire ça. Et troisièmement, un de mes désolé pour l'anglais, takeaways personnels, c'est qu'il y a un besoin criant de former et de faire maturer au fait la compétence en Côte d'Ivoire.
Et donc, pour moi, cette conversation-là, c'est juste un grain de sable afin de pouvoir commencer à répondre à cette question-là. Donc, c'est pourquoi ça vaut la peine de prendre 10 à 15 minutes et de discuter ensemble par rapport à ça. Je n'ai pas de télécommande, donc je fais signe à mon gars. Super. Donc, 2 objectifs pour notre session. Premier, c'est de peindre un portrait de l'écosystème immobilier de bout en bout. Donc, lorsqu'on part d'une idée, à la fin, sont qui les acteurs qui sont impliqués. Deuxième, c'est de clarifier, si on veut, l'importance relative de chaque acteur, parce que même s'il y a des acteurs qui interviennent, ils ne sont pas tous la même proportion. Donc, essayez d'avoir un peu plus de détails sur qui sont ces acteurs-là, quand ils interviennent et comment ils ajoutent de la valeur. Est-ce que ça vous convient comme objectif? On est partant avec ça? C'est bon? Super, good. OK, prochaine page. Donc, dans mon petit cerveau, lorsque je pense à un actif immobilier et au cycle de vie immobilier, il y a trois étapes. Donc, on parle de avant la construction, pendant la construction et après la construction. Donc, très simple. Et la nuance, au fait, c'est que il y a certains acteurs qui interviennent à des points précis de la construction, donc du cycle de vie de l'actif. Il y a d'autres acteurs qui sont là tout au long. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on veut venir ici clarifier quels sont ceux-là qui interviennent à un moment précis, et puis quels sont ceux-là qui, au fait, ajoutent de la valeur peut-être dans 2 phases ou 3 phases de l'actif immobilier dans ce cycle de vie. Donc, ici, je parle de promotion immobilière en haut, donc pas du promoteur, parce que la vérité est que la promotion immobilière peut se faire par monsieur, madame, tout le monde qui ont un actif ou un terrain qui veulent commencer à développer là-dessus. Donc, le premier secteur qui est un peu comme l'aimant, qui va venir rassembler les autres secteurs ensemble, c'est la promotion immobilière. Ensuite, avant la construction, il faut du cash, donc il faut de l'argent. Donc, on a maintenant l'investissement, le secteur de l'investissement et du financement du projet lui-même. Ensuite, on a l'architecture, l'urbanisme et l'aménagement qui va venir s'imbriquer de pair, au fait, avec l'ingénierie. Et pendant la construction, on a les vrais constructeurs, donc les maçons et autres, qui vont venir prendre place. Et aussi les personnes qui vont s'occuper de la commercialisation de l'actif. Et puis, on va finir par un secteur qui est extrêmement important, qui est la gestion immobilière aussi. Mais ce qui est intéressant, puisque nous, on voit avec Immobilier Research, c'est que de plus en plus, un secteur qui prend de la marge, c'est l'expertise conseil. Donc, surtout pour des marchés, au fait, qui ne sont pas nécessairement connus, pour des marchés sur lesquels il n'y a pas de données qui sont directement et puis facilement consommables. Donc, il y a des conseillers, donc des consultants qui vont travailler, que ce soit avec les promoteurs ou même peut-être souvent avec le monde de la commercialisation, afin de pouvoir donner l'expertise pour bien réaliser le projet immobilier. Donc, c'est un peu, si on veut, notre écosystème. Et c'est un peu tous les secteurs, encore une fois, qui s'imbriquent afin de créer un actif immobilier à haute qualité. Et ça va jusqu'à présent. Super. Donc, là, vu qu'on a peint l'écosystème, j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps, donc peut-être dans chaque boîte pour essayer de voir c'est quoi qui se cache derrière. Et puis, il y a des messages clés que j'aimerais faire passer aussi. Donc, je ne vais pas vous sentir sans métier de l'immobilier parce que personne ne va rien retenir. Donc, on va essayer de faire ça et puis garder ça succinct. Donc, si on passe à la prochaine slide. Ici, je vais répondre un peu à la question, c'est quoi les métiers qui sont les plus recherchés dans le secteur? OK? Donc, c'est quoi les métiers qui sont les plus recherchés dans le secteur? Donc, premièrement, dans le volet de la promotion immobilière, on a les développeurs fonciers. Et puis, on pourra vous partager la présentation, on pourrait la lire après. Je sais qu'il y a beaucoup de contenu, on va faire ça vite. Donc, les développeurs fonciers, donc les personnes qui ont les compétences afin de pouvoir chercher et acquérir la terre. Donc, il y a ces personnes-là qui s'impliquent. Et ce qui est intéressant, c'est que la proportion de la promotion immobilière dans la chaîne de valeur, c'est juste 1,5%. Ça veut dire que si tu prends les 2,1 millions de personnes qui sont impliquées dans l'immobilier, il y a juste 1,5% du monde qui sont dans le secteur de la promotion immobilière. Ensuite de ça, si on va de l'investissement et le financement, tu as des chargés d'études qui vont un peu regarder la viabilité financière du projet immobilier. Aussi dans l'ingénierie, les prestations techniques et l'architecture. Donc, on a des chefs de projet qui vont aussi être chargés de pair avec les promoteurs immobiliers, que ce soit de faire les dessins ou que ce soit de réaliser peut-être des structures un peu plus pointues. Donc, il y a plein d'ingénieurs dans la salle, vous pouvez parler de ça mieux que moi. Aussi, il y a l'architecte qui va faire le dessin.
donc le maître d'œuvre qui va travailler avec plusieurs dessinateurs. Et le message que je veux passer ici, c'est que donc quand on regarde la proportion de ces secteurs-là dans la chaîne de valeur immobilière, c'est juste en dessous de moins de 7%. OK? Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu ne fais pas bien ça ici, mais c'est tu te prépares, en fait, afin de perdre ton actif éventuellement. Donc, même s'il y a 7% de personnes ou d'emplois qui font partie de ce secteur-là, ça vaut extrêmement la peine de bien impliquer ces acteurs-là dans la planification afin de pouvoir éventuellement créer un actif immobilier qui a de la valeur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on va passer à la deuxième slide, la slide d'après, qui ici parle un peu du volet pendant et après la construction. Donc, bien évidemment, hein, le métier de la construction lui-même, ça prend la majeure partie. Donc, autour de 52% de l'écosystème en termes d'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, lorsqu'on pense à l'immobilier, on pense à les personnes qui vont vendre l'actif et puis les personnes qui vont construire. Mais ceux qui vont vendre l'actif, au fait, c'est juste 3%. C'est une partie minime. Donc, ils sont juste là à un moment. Si on prend le cycle de vie d'un actif immobilier, ils sont là peut-être pour un an ou 2 ans pour essayer de commercialiser quelque chose. Mais dans tout son ensemble, ils jouent une partie importante parce que faut vendre. Mais c'est pas si on veut, comment dirais-je, là, il ne résume pas le secteur de l'immobilier lui-même. Donc, il faut penser à d'autres emplois que, mettons, constructeurs et puis vendeurs. Aussi, au niveau de la gestion immobilière, ce que nous, on voit dans les marchés matures, c'est qu'en termes de property management, gestion immobilière, il y a un fort écosystème qui est présent. Donc, autour de 37% de l'écosystème des emplois. Donc, ça veut dire que les gens passent extrêmement beaucoup de temps à bien entretenir et valoriser les actifs qu'ils créent. Donc, on ne peut pas juste créer, vendre, mais il y a beaucoup de ressources qui sont investies afin de s'assurer que ces actifs-là soient pérennes et puissent continuer à créer de la valeur. Puis on termine encore une fois par l'expertise conseil qui est c'est un métier qui, encore une fois, qui est émergent, mais pas nécessairement populaire. Donc là, on a des consultants en stratégie, ou des consultants en organisation qui vont venir aider les promoteurs à bien structurer, au fait, leur vision immobilière. Donc, je sais que c'est beaucoup de détails, beaucoup de contenu. On aura la chance de discuter ensemble. Donc, si jamais vous avez des questions, écrivez-les bien pour en parler après. Maintenant, la prochaine slide ici, je vais attirer l'attention, en fait, sur un peu, encore une fois, la proportion des secteurs et puis comment ils interviennent dans le cycle de vie. Donc, on a une conversation dans ce forum-là, en fait, pour réfléchir aux compétences. Et souvent, lorsqu'on planifie les compétences pour nos gens, on planifie beaucoup pour les secteurs qui sont pendant la construction. Donc, on dit, OK, on veut rehausser les compétences, on va développer plus d'électriciens, plus de bâtisseurs. On va aussi développer, admettons, des gens qui vont commercialiser l'immobilier. Mais le message que j'ai pour vous, c'est que, et nos amis qui sont avant et après, je pense que notre planification de compétences de manière holistique, ça doit impliquer les gens du volet stratégique qui vont venir intervenir avant, puis aussi après, les gens qui vont maintenir l'actif. Donc, si on veut un peu faire croître la maturité de notre écosystème, c'est important, bien évidemment, de se concentrer sur le pendant, mais à mon sens, ça vaut encore mieux la peine de se concentrer sur le avant et après, afin d'avoir une chaîne de valeur qui est complète et mature. Donc, le message, permettant pour les étudiants qui sont dans la salle, c'est que lorsque vous pensez à votre carrière en immobilier, mais ce n'est pas juste les deux ici. Donc, il y a plein de choses à faire avant et après. Et les gens même qui sont dans le secteur de l'immobilier vont vous dire, mais certaines des compétences avant et après sont rares. Donc, si vous avez celle-ci, vous êtes recherché. Donc, c'est un peu l'écosystème, encore une fois. C'est un peu comme la proportion des différentes personnes dans cet écosystème-là. Et j'aimerais terminer, je sais que peut-être on a une période de questions avant, mais j'aimerais terminer au fait par vous poser une question. Puis vous pouvez rire de mon accent, il n'y a pas de problème. Donc, si on termine à la prochaine slide, on vient de peindre l'écosystème ensemble. On a aussi vu les proportions des différents métiers et des secteurs dans cet écosystème-là.
Puis j'aimerais poser la question à tout le monde, et puis si jamais il y a des gens qui veulent intervenir ou qui ont des questions aussi, on peut en discuter. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les prochaines étapes et qu'est-ce qu'on veut faire afin de renforcer cet écosystème-là ensemble? C'est un sujet qui est revenu au fait, les talents. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de voir, c'est quoi votre perspective? Et puis, il y a des gens qui sont extrêmement brillants, 10 fois mieux que moi dans la salle. Donc, je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de ça, au fait. Donc, ça, c'était moi. Et puis, merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Soyez pas gênés. Je sais que c'est assez intimidant de poser des questions dans une salle de 100 personnes, mais soyez pas gênés. Pas de questions. Ça vaut mieux pour moi, alors. Une question. C'est le représentateur de l'IUE? Ouais. La première question. Bonjour d'abord. Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi les promoteurs avant et après sont-ils rares? Pourquoi les promoteurs avant et après sont-ils rares? Donc, j'ai reformulé ta question pour m'assurer que j'ai bien compris. Donc, ta question, c'est pourquoi, comment dirais-je, peut-être les acteurs qui interviennent avant et après sont rares, c'est ça? Ok, parfait. J'ai une perspective là-dessus, mais je peux aussi, j'invite tout le monde dans la salle qui a une perspective à partager. C'est que souvent, ouais, ok, on peut remettre la planche, peut-être la personne qui est à l'écran. Souvent, ces compétences-là, peut-être c'est des compétences qui sont un peu plus pointues à acquérir. Ok? Donc, c'est des compétences qui demandent peut-être plusieurs années d'études. C'est des compétences qui demandent aussi non seulement de l'étude, mais aussi de la pratique. Donc, le niveau de difficulté peut être un peu un frein à acquérir ces compétences-là. Donc, c'est pour ça que ces gens-là sont rares. Donc, c'est pas pour dénigrer les autres métiers, mais c'est un peu la réalité. Donc, ça, c'est une des raisons. Et puis, ben, si jamais il y a d'autres personnes qui partagent des perspectives, ils sont les bienvenus aussi. Vas-y. En tant que femme, c'est mieux de jouer dans quelle section? Ben, moi, je suis un homme, donc je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Mais je peux je vais peut-être laisser madame ici répondre, si on peut le passer le micro. Et puis, je pense que madame est dans le facility management, donc je pense qu'elle va pouvoir te donner des réponses. J'adore cette question, elle est géniale, parce que de votre génération, je pense qu'on ne s'attendait plus à avoir ce type de questions. Que dire? Je pense qu'en fait, c'est les seules limites que tu te mettras toi-même, en fait. Je pense que tout est accessible à tout un chacun aujourd'hui. Il n'y a pas de métier, homme, femme. Il y a juste, en fait, la vision de ce que tu veux faire de ta vie. Moi, je suis facility manager. J'ai commencé, j'étais la seule femme, et je suis encore très souvent la seule femme dans l'environnement, surtout en Afrique. Ce que je peux te dire, c'est que pour l'après, pour la gestion immobilière, je pense qu'on est les plus adeptes. Et sans sexisme total, c'est qu'on est habitué au quotidien à gérer plusieurs tâches. Donc je pense que vraiment la gestion immobilière, c'est fait pour nous. Mais en réalité, la construction, l'ingénierie, la technique, le bâtiment, peu importe en fait. C'est toi, qu'est-ce que tu veux être. Donc voilà, aujourd'hui, le secteur est ouvert, il y a des postes, il ne faut pas se limiter. Et surtout pas se mettre cette limite-là aujourd'hui. Exactement. Enfin, vous êtes réveillés. Prochaine question, s'il vous plaît. C'était pas une question, c'était plutôt une réponse complémentaire à madame. Moi, je suis architecte et il y a très peu de femmes architectes. En plus, on a un petit peu le syndrome de l'imposteur. C'est que c'est un métier vraiment représentatif de la jante masculine. Donc, une femme qui est en robe, qui se balade sur les chantiers, on se demande si elle est venue pour visiter plutôt que de se présenter en tant qu'architecte. Donc, ce n'est pas non plus une fatalité. Il faut, si on a envie d'être architecte ou un autre métier dans ce domaine-là,
il faut le faire. Et on a beaucoup de choses à donner parce que, en général, la femme a une vision transversale des métiers. Encore plus dans l'architecture. Moi, j'ai bifurqué sur l'ensemble des métiers qui représentent la créativité, entre guillemets, ce qu'on appelle le design management, donc qui touche à la fois les services et les produits. Donc, il y a beaucoup de champs à explorer dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'immobilier. Et voilà. Donc, il faut y aller. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Question en haut. Merci pour cette brillante présentation. J'ai 2 questions. La première, elle concerne les aspects du mentorat dans ces différents métiers pour les étudiants qui sont ici, qui finissent et après, ils peuvent s'intéresser à des métiers comme l'architecture ou bien l'expertise conseil ou bien la construction. Mais les mécanismes de mentorat et pour monter en compétence aussi, est-ce qu'il y a des opportunités par rapport à ça? Et puis, deuxième question, c'est concernant les métiers et les prestations techniques. Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas encore réellement professionnalisés, comme l'étanchéité et d'autres secteurs dans le BTP. Selon vous, quelles sont les perspectives pour les prochaines années à venir pour vous? On aurait dû avoir des gens de l'État sur les scènes aussi. Mais je peux répondre à la première question. En termes de mentorat, je sais que, peut-être je peux mettre la charrue avant les bœufs, là, mais je sais que William ici travaille sur une idée au fait qui veut impliquer les étudiants à créer des opportunités de mentorat dans l'écosystème immobilier. Donc, il veut un peu travailler pour les impliquer dans de vrais projets sur lesquels ils vont avoir de l'expérience alors qu'ils travaillent avec des personnes qui sont sur le marché, ça fait longtemps. Donc, ça, c'est une piste de réponse. Allez parler à M. Williams. Voilà. Et l'autre piste de réponse, pour être franc, je dirais que ça dépend du métier aussi. Donc, la meilleure façon, selon moi, mettons, de faire de la plomberie, c'est de travailler avec un plombeur. C'est sûr que tu apprends, mais alors que comme tu touches les choses toi-même, tu apprends de ce niveau-là. Et puis, passer à travers que ce soit son propre réseau ou des amis pour créer des connexions, ce serait le moyen que je conseillerais. Mais sinon, je sais que à court, moyen terme, William travaille sur quelque chose, il pense à quelque chose. Donc, si vous êtes étudiant à la salle, que vous êtes vraiment intéressé par rapport à l'immobilier, prenez son courriel ou ne manquez pas cette opportunité-là, au fait. Donc, la deuxième question, si je me souviens bien, c'était... si tu me la rappelles, s'il te plaît, j'ai oublié. Désolé. Comment se structurer? Ok, parfait, super. Donc, la meilleure façon comment dirais-je, de faire ça, à mon sens, c'est de voir comment les autres font, d'apprendre de ce qu'ils font bien, et puis de répéter. Donc, il n'y a pas nécessairement raison de réinventer la roue. Sûrement, si on vit en Côte d'Ivoire, mais on vit dans un monde. Donc, peut-être qu'il y a d'autres personnes dans ces secteurs-là qui les font bien en dehors de notre pays. Mais c'est sûr qu'on a des contextes différents. Mais la réalité du benchmarking ou essayer de savoir ce qui se fait ailleurs pour mieux l'adapter à notre réalité, pour moi, ce serait la première piste au fait pour les secteurs qui sont un peu plus développés. Pardon? Ah non, j'ai répondu arrêtez-moi, j'ai répondu à la mauvaise question. Donc, la question, c'est pour les métiers futurs. Donc, comment développer les métiers futurs? Ah, ok, super. La création de métiers vient d'où? Ça vient d'une demande de marché. Donc, ça vient du fait qu'il y a des gens qui ont besoin de compétences et puis, ils cherchent des gens, ok, afin de pouvoir régler cette demande-là. Donc, si je réponds à la mauvaise question, vous dites encore, mais à mon sens, comme les métiers qui sont de plus en plus pointus, qui ne sont pas nécessairement présents dans la chaîne de valeur, vont se créer au fur et à mesure que le marché ici va être mature
produire des actifs immobiliers de grande qualité qui vont devoir avoir besoin de ces expertises-là. Donc, pour moi, il y a une corrélation en fait entre la demande en termes de métiers qui sont nécessairement présents, qui vont être futurs, et puis la maturité du marché dans lequel elle se trouve. Donc, si le marché mature a besoin de certaines compétences clés, ben, les métiers aussi vont se créer pour pouvoir un peu répondre à ces compétences-là. Je suis avec un de mes partenaires d'affaires, admettons, qui est derrière, il s'appelle Moussa. Il était surpris qu'un des business ici, c'est le pressing. Les gens qui, admettons, qui repassent les habits. Mais ça, c'est un besoin qui a été émis par le marché. Et puis, il y a des compétences qui ont été créées pour. Donc, de la même façon, en fait, s'il y a certains métiers qui ne sont pas présents alors que le marché mature, mais ces compétences-là vont devoir être créées pour répondre à ces besoins-là. Donc, c'est comme ça que je répondrai à ces questions-là. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais que vous me donniez votre opinion sur mon point de vue. Je pense que c'est le panel, on a plus de questions. Il faut rapprocher le micro, s'il vous plaît. J'aimerais que vous me donniez votre point de vue. Bon, Avec plaisir. Que pensez-vous aujourd'hui de nos nouveaux entrepreneurs? Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Que pensez-vous aujourd'hui des nouveaux entrepreneurs dans ce domaine-là et qui recherchent vraiment cette organisation, si je peux le dire comme ça? OK, j'ai reformulé la question pour m'assurer que j'ai compris. Donc là, la question, c'est par rapport à ma perspective en termes des entrepreneurs et comment ils s'organisent. Mais c'est ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à un entrepreneur, M. Williams Bella, de répondre à ça, qui a probablement une meilleure perspective que moi. Donc, c'est quoi ta perspective par rapport aux entrepreneurs dans le secteur? Et puis, je peux donner quelques mots, mais je vais laisser William aussi partager parce que je pense qu'il a une expertise profonde plus en immobilier que moi. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est un peu de l'entrepreneuriat. C'est poursuivre des sujets qui me passionnent, sur lesquels je m'intéresse. Donc, pour moi, c'est une des caractéristiques les plus importantes d'un entrepreneur, c'est la curiosité. Parce que alors que tu es curieux, alors si tu veux entreprendre, tu vas savoir qu'il y a 2, 3, 4 choses que tu connais, il y a 5000 que tu ne connais pas au fait. Donc, avoir cette curiosité-là, ça juste permet d'avoir l'attitude de juste vouloir apprendre. Donc, s'il y a un obstacle qui vient, ben, tu cherches à apprendre à le résoudre au fur et à mesure. Pour moi, c'est un des traits, au fait, la curiosité qui fait la différence entre les entrepreneurs qui sont corrects et puis ceux qui sont vraiment bons. Donc, pour l'immobilier, peut-être c'est des qualités qui sont partagées, Williams, mais n'hésite pas à ajouter si jamais tu as des perspectives aussi par rapport à ça. Merci beaucoup pour la question. Sur les entrepreneurs, on va prendre cette dernière question. Après, je vous introduirai le prochain panéliste. Je voudrais vraiment que vous applaudissiez fortement Nathanaël.